Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'animer cette assemblée générale. Donc plaisir qui se mêle, vous en doutez bien, à un sentiment de frustration puisque le contexte sanitaire nous oblige à nous retrouver en visio. Alors même si cette technique nous rend bien des services en cette période de confinement, force est de constater que pour une assemblée générale, ça ne permet pas de recréer les moments d'échange et de convivialité qui caractérisent ce rendez-vous annuel. Donc c'est pourquoi nous avons fait le choix d'une assemblée strictement statutaire, en réfléchissant à une rencontre post-confinement, on va dire, mais j'y reviendrai dans mon rapport moral. Donc nous avons préparé cette assemblée générale pour qu'elle soit le plus agréable possible, à suivre en visio bien sûr. Donc on croise tous les doigts pour que la technique soit au rendez-vous. Donc je suis entouré pour l'assemblée générale d'Olivier Martin, le trésorier, Jean-René Laine, directeur général, Didier Nanty et Sophie Host, vice-présidents de notre AGC. Je précise également, et vous le voyez actuellement avec moi, que les personnes qui sont à la tribune ne porteront pas de masque pendant qu'elles interviendront, par un souci de compréhension. Bien, maintenant donc on peut passer à l'installation du bureau de l'Assemblée générale. Donc, une fois n'est pas coutume, vu qu'on est en comité restreint, ce sera les deux vice-présidents qui vont être nommés scrutateurs, donc Didier Nanty et Sophie Host, je pense qu'ils acceptent. Oui. La secrétaire de l'Assemblée sera Joëlle Marjorie. D'accord. Donc, pour que cette visio soit confortable pour tous, donc je vous propose d'ouvrir vos micros pour échanger de vive voix seulement à la fin de l'AG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le site d'Evals, le prestataire que nous avons choisi pour gérer le vote des résolutions. Alors, quelques précisions pratiques pour démarrer. Pour vous connecter, c'est très simple. Alors, comme indiqué sur la diapo présentée en ce moment, soit vous cliquez directement sur le lien reçu par mail, c'est le plus simple, soit en vous connectant sur le site evals.fr avec le code ADO, en minuscule ou en majuscule, peu importe. Si vous utilisez votre smartphone, il n'y a pas d'application à télécharger. Vous pouvez vous connecter directement sur le site evals.fr. Encore une précision importante. Alors, il vous est demandé de ne pas changer de matériel une fois que vous serez connecté sur Evals. Restez connecté tout au long de cette AG. Alors, vous avez, en cas de problème, un numéro d'assistance qui vous est projeté. Vous avez dû également le recevoir dans le mail d'envoi de vos codes d'accès. Donc, voilà. Afin de respecter les horaires, je vous propose d'ouvrir maintenant l'Assemblée générale ordinaire. Donc, premier point de cette Assemblée générale, donc il s'agit du rapport financier. Donc, rapport financier qui va vous être présenté par Olivier Martin, donc trésorier, pour vous présenter donc les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. Je lui laisse tout de suite la parole. Mesdames, Messieurs, chers adhérents, comme chaque année, il me revient de vous présenter les comptes de Serre France ADO clos au 31/12/2020. Commençons, si vous le voulez bien, par le compte de résultat. Et en premier lieu, les produits, et dans les produits d'exploitation, avec un montant de 15 975 695 €, les produits diminuent par rapport à l'année précédente, avec des variations dans les différentes activités. L'activité comptable est en diminution d'environ 430 000 €. Cette baisse est essentiellement liée au retard de production des clôtures. En effet, le changement de notre chaîne comptable ainsi que le confinement lié à la crise sanitaire du printemps 2020 a fortement impacté la production des liasses comptables. Ce retard n'a pu être récupéré sur l'année. Nous espérons que celui-ci sera repris sur l'exercice 2021. Jean-René y reviendra par la suite.
L'activité paye diminue légèrement après des années de hausse constante. Il est à noter que sur l'exercice 2019, nous avions un chiffre d'affaires non récurrent, lié à la mise en place du prélèvement à la source. En revanche, le nombre de bulletins de paye réalisés a augmenté de près de 2%. Le Conseil a connu une légère diminution d'environ 100 000 euros, soit à peu près 5%, notamment liée à cette année si particulière. Au cours de cette période, les conseillers ont également consacré gratuitement un temps non négligeable dans l'accompagnement des chefs d'entreprise les plus exposés à la crise sanitaire. Les autres produits, à 797 296 euros, correspondent principalement à des reprises de provisions, notamment clients, pour 791 668 euros, et aux subventions d'exploitation pour 5 627 euros, les subventions liées à des contrats de travail. Les produits financiers s'élèvent à 243 589 euros. Ils comprennent notamment une reprise de provision à la hauteur de 168 000 euros. Les autres revenus financiers sont en légère baisse compte tenu des taux de placement qui restent très bas. Les produits exceptionnels s'élèvent quant à eux à 1 251 805 euros. Ils correspondent principalement à une cession d'actions d'un cabinet d'expertise comptable de la région. Les charges d'exploitation à 16 750 405 euros. Les charges diminuent d'environ 275 000 euros. La comparaison poste par poste avec l'année précédente est délicate. En effet, suite à l'absorption de la société Flore SAS, les refacturations de cette structure étaient mises historiquement dans un seul compte, le compte sous-traitance. À compter de cette année, ces charges sont directement affectées à la nature de la charge. Exemple, maintenance, amortissement, salaire. Les frais personnels s'élèvent à 12 527 920 euros, ce qui représente près de 75% de nos charges d'exploitation. La base salariale a légèrement augmenté. Cette variation provient essentiellement de l'augmentation liée à l'avancement et à la promotion des salariés. Soulignons qu'au cours de l'exercice, nous avons adapté les effectifs avec une diminution de près de 10 collaborateurs. Nous avions en effet recruté de nombreux alternants en renfort dans le cadre du changement de logiciel comptable. La fin de leur apprentissage et du transfert de compétences a joué sur l'effectif. Les charges externes sont de 1 988 178 euros. Elles diminuent notamment dû aux frais de déplacement ainsi que des travaux d'entretien de bâtiments qui ont dû être décalés suite aux conditions sanitaires. La dotation aux amortissements et provisions s'élève à 958 415 euros. Ce montant comprend environ 500 000 euros d'amortissement de logiciels, de matériel et de bâtiments, les 450 000 restants étant des provisions, principalement sur les créances clients. Les impôts et taxes avec un montant de 685 514 euros diminuent essentiellement dû aux frais de formation du personnel qui n'ont pu être réalisés pendant la période de confinement. Enfin, le poste autres charges s'établit à 202 712 euros. Il correspond à l'utilisation des chèques jeunes entrepreneurs, aux licences Microsoft et aux pertes clients constatées sur l'exercice. Les charges financières s'élèvent à 194 536 euros. Ce poste se décompose en intérêts des emprunts, en escomptes accordés aux clients et une provision sur titres immobilisés. Les charges exceptionnelles s'élèvent quant à elles à 795 172 euros. Elles correspondent à la valeur nette comptable de la cession d'actions citée précédemment dans les produits exceptionnels. Compte tenu de tous ces éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice 2020 est négatif à moins 269 024 euros. En 2020, nous avons dû gérer le passage à la nouvelle chaîne comptable et par conséquent à la diminution de la productivité. Il faut également évoquer la gestion de la crise sanitaire, avec notamment un premier confinement qui n'a pu être anticipé et nous a contraints à nous organiser dans l'urgence, ne permettant pas d'avoir la même efficacité.
Ces facteurs ont fortement pesé sur le résultat global. Nous devrions, au cours de l'exercice 2021, récupérer le retard occasionné et retrouver un résultat nous permettant de financer nos projets futurs. Passons au bilan. Examinons maintenant le bilan si vous voulez bien. Le bilan à l'actif, les immobilisations nettes sont de 4 657 216 €, dont 758 280 € d'immobilisation incorporelle, essentiellement des logiciels, 2 839 035 € d'immobilisation corporelle, principalement notre parc immobilier, 1 059 901 € d'immobilisation financière. L'actif circulant est de 19 474 528 €. Il est principalement constitué de stock et en cours pour 200 392 €, de créances clients pour 6 976 401 €. On constate une diminution de près de 75 000 € des créances clients. D'autres créances pour 1 184 530 €, dont des charges constatées d'avance pour 321 711 €, et des disponibilités pour 10 791 494 €. Ces éléments sont financés au passif par des fonds propres pour 9 620 719 €, dont les 269 024 € de résultats négatifs de l'exercice. De provisions pour risques et charges pour 842 214 €, des dettes financières pour 3 570 626 €, des dettes fournisseurs pour 711 990 €, des dettes fiscales et sociales pour 4 95 554 € et des autres dettes pour 183 500 €. Enfin, des produits constatés d'avance pour 5 107 141 €. L'analyse de notre bilan révèle un fonds de roulement de plus de 9 300 000 €, permettant un peu plus de 7 mois de fonctionnement. Il nous faudra néanmoins travailler à l'amélioration de notre besoin en fonds de roulement et mieux contrôler notre risque de recouvrement client. Nous devons également améliorer notre rentabilité, mettre à profit nos changements d'outils informatiques, comptables et paye, afin de nous permettre de poursuivre les évolutions numériques. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Olivier. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site evals.fr. Vous avez reçu les codes par mail ou par SMS. Ces questions seront lues juste après le rapport de notre commissaire aux comptes. J'en profite aussi pour vous rappeler que vos micros seront ouverts en fin d'AG pour un débat plus ample sur le rapport financier, rapport moral et rapport du directeur général. Donc, je vais laisser maintenant la parole à notre commissaire aux comptes, Madame Delphine Marcandella, pour la lecture de son rapport. Alors, maintenant, j'ai dit Delphine Marcandella, mais elle est remplacée par notre directeur financier, donc Jérôme Leguet, puisque Madame Marcandella est absente. Donc, je lui laisse la parole pour la lecture de du rapport du commissaire aux comptes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je vais vous lire les extraits de ces rapports, en commençant tout d'abord par le rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020. Donc, en exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale du 4 juin 2015, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de l'association ADO 109 relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. En ce qui concerne le rapport sur les comptes annuels et le deuxième rapport du commissaire aux comptes étant sur le rapport spécial des conventions. En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association,
je dois vous présenter également un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé ou que j'aurai découvert à l'occasion de ma mission. Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention survenue au cours de l'exercice à soumettre à l'autorisation de l'organe délibérante. Merci de votre attention. Alors, merci Jérôme pour la lecture de ce rapport, pour avoir pris aussi la place de Madame Marcandella. Y a-t-il des questions sur les comptes? Non, on n'a pas reçu de questions. D'accord. Donc, à circonstances exceptionnelles, donc mesures exceptionnelles, nous avons souhaité ouvrir le vote des résolutions dès la fin de la présentation du rapport financier, tout simplement pour vous permettre d'avoir le temps de les voter sur le site evals.fr. On me dit, et je vois que vous êtes déjà 4 à être connectés sur le site d'Evals. J'invite ceux qui ne le seraient pas encore à le faire. Soit, donc, je le rappelle, soit en cliquant sur le lien reçu par mail mardi après-midi, soit en allant sur Evals et en tapant le code ADO en majuscule ou en minuscule. Donc, vous allez maintenant devoir vous identifier sur Identifiez-vous, bien sûr, pour voter. Donc, c'est important de le faire maintenant pour valider votre présence à l'Assemblée générale. Vous saisirez alors le code personnel à 5 chiffres que vous avez reçu par mail. La diapositive projetée actuellement vous rappelle ces instructions. Je vous laisse vous identifier. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de formalisme dans tout ça, mais bon, il faut faire avec. Voilà, vous êtes donc certainement prêts désormais. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous avez tous reçu la procédure qui vient d'être expliquée. Vous pouvez donc vous y reporter et en cas de difficulté, vous pouvez joindre Evals au numéro indiqué. Donc, je vous propose dès à présent de vous lire les 3 résolutions à voter. Vous pourrez voter après lecture de celle-ci. Alors, première résolution. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, Madame Delphine Marcandella, approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2020, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus aux trésoriers, administrateurs et directeurs. L'Assemblée générale décide de porter au compte de réserve le bénéfice comptable de moins 269 023,92 €. Voilà pour la première résolution. Deuxième résolution. Sur proposition du président et en raison de la fin de son actuel mandat de 6 ans acté en 2015, l'Assemblée générale décide de nommer Delphine Marcandella, 124 boulevard Émile Zola, 54 520 à Laxou, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une période de 6 exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Delphine Marcandella a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat. Et commissaire aux comptes suppléant, donc M. Vincent Soustre, 23 rue Léon Michel Gambetta, 54 300 à Lunéville, donc en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une période également de 6 exercices, expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Voilà pour la deuxième résolution. Enfin, la troisième résolution, l'Assemblée générale donne à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale et de toute autre pièce utile, tout pouvoir pour effectuer toute formalité légale et autre qu'il appartiendra. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant au vote des 3 résolutions. Vous avez normalement toujours, vous êtes toujours normalement connecté et identifié. Il vous suffit d'actualiser votre écran avec le gros bouton vert rafraîchir pour voir apparaître l'accès au vote 1. Puis voter pour, contre, abstention bien sûr. Et n'oubliez pas de valider avec le V vert. Vous pouvez ensuite passer à la suivante.
Donc, le vote est ouvert jusqu'à la fin de cette assemblée. Donc, c'est le rapport d'activité présenté par le directeur général, donc René Laine. Il va vous présenter quelques données chiffrées et les temps forts de l'année écoulée. Il complétera aussi et surtout avec une présentation des projets lancés depuis le début de l'année 2021. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Jean-René pour la présentation de son rapport d'activité. Merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose tout d'abord, et avant de démarrer ma présentation de rapport d'activité, de visionner ensemble un petit montage des temps forts de 2020 qui permettra de poser un peu ce qui est intervenu durant cet exercice bien particulier. Voilà, et si jamais vous avez un souci de présentation au niveau de cette petite visio, nous la publierons après l'AG sur Serre France Connect, donc soyez sans crainte, vous pourrez en prendre connaissance, ainsi que beaucoup d'autres éléments clés de cette assemblée sur ce site dont vous avez l'habitude. Bien, donc vous venez de visualiser dans ce petit support les principaux éléments intervenus durant l'année 2020 et sur lesquels je vais bien évidemment revenir plus en détail. Donc cette année 2020 qui vient de s'achever et dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée générale a été bien particulière, très particulière. On l'a tous en tête, évidemment, car l'événement n'est pas terminé totalement. C'est cette crise sanitaire sans précédent, tout d'abord, qui nous a frappés et qui, au niveau de l'entreprise, s'est conjuguée avec la migration sur un nouvel outil comptable, Agiris. Donc, évidemment, l'outil comptable, cette bascule était largement prévue et anticipée. Par contre, ce que nous n'avions pas prévu, c'est qu'au moment où elle interviendrait massivement pour la quasi-totalité de nos collaborateurs, surviendrait cette crise sanitaire qui nous a obligés, comme beaucoup d'entre nous, à travailler dans l'urgence de manière dégradée et dans le cadre d'un télétravail massif imposé par les circonstances. Cette situation, bien sûr, s'est traduite par des retards anormaux dont nous avons pâti, dont vous avez pâti pour certains d'entre vous. Nous sommes en train, bien sûr, d'y remédier, de prendre toutes les dispositions nécessaires, et j'y reviendrai un peu plus tard dans mon exposé. À l'occasion de cette crise sanitaire, également, nous avons été plus que jamais sollicités pour jouer notre rôle d'accompagnateur des chefs d'entreprise. C'est notre vocation, bien évidemment,
Et en même temps, la digitalisation des procédures, et on y reviendra largement, s'est imposée avec son corollaire de télétravail, car il n'y a pas de télétravail efficace sans une organisation ad hoc et complètement numérisée. La même année, autre élément important, c'était même fin 2019, à l'occasion de la loi de finances de 2020, l'administration fiscale annonçait la facture électronique obligatoire pour tous les assujettis à TVA à compter de 2023, ou pour être plus précis, dans une fourchette de temps entre 2023 et 2025. C'est un élément évidemment déterminant. Alors tout ceci n'a été qu'un accélérateur de tendance, puisque évidemment la loi ne fait jamais que suivre les usages et ce que permet la technologie. Et bien sûr, ces évolutions de métier étaient déjà en germe dans ce que permet aujourd'hui la technologie et ce que l'administration va maintenant nous imposer à tous à relativement brève échéance. Sans attendre donc ces événements qui nous seront imposés, nous étions fixés un cap ambitieux. Tout d'abord, il nous fallait changer d'outil comptable, puisque nous avions un outil vieux de plus de 30 ans, qui faisait courir un risque à l'entreprise, un risque de pérennité de l'outil. Donc, nous avons souhaité faire de cette contrainte une opportunité, et pour placer notre entreprise, avec ce projet et d'autres projets sur lesquels nous allons revenir, sur le chemin de la réussite pour les années 2023 et au-delà. Bien évidemment, donc les vents ont été parfois contraires en 2020, mais comme on dit, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait tenir son cap. Donc, en corrigeant, nous avons corrigé ce qui devait l'être, et pour retrouver le plus rapidement possible le niveau de service auquel vous êtes habitué, tout en maintenant ce cap d'efficacité et de transformation. Je vais revenir maintenant rapidement sur les actions qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation afin de fluidifier, c'est important, les échanges entre nos adhérents et nos collaborateurs. Tout d'abord, je ne vais pas y revenir trop en détail, nous avons déployé une nouvelle chaîne comptable, Agiris, pour l'ensemble de nos collaborateurs, et cette solution va nous permettre, est en train de nous permettre progressivement la mise en place de solutions collaborative avec l'ensemble de nos clients. Autre élément, nous avions déjà souhaité placer notre organisation en 100% numérique à compter de fin 2021. Et on a vu évidemment combien c'était nécessaire à l'occasion de cette crise. Et sans attendre d'y être obligé, j'y reviens, en 2023, puisque là ce sera obligatoire, et de subir les événements. Dans la pratique, cela nous amène à revoir les modes de transmission de nos documents avec un double objectif. Le premier, c'est nous adapter à vos pratiques et répondre à vos besoins. C'est évidemment important, c'est à nous de nous adapter à vos pratiques. Et le deuxième élément, c'est que quelles que soient ces pratiques, notre volonté est de tout numériser pour avoir en interne un flux 100% numérique qui nous permette de gagner en efficacité et de nous préparer à ces échéances à venir à court terme. Dans la pratique, vous avez découvert ce mois-ci différents outils qui ont été conçus pour faciliter la transmission des documents vers votre comptable, votre conseiller et votre expert comptable. Tout d'abord, les envois numérisés, bien sûr, avec la DMAT Box qui vous permet de numériser depuis chez vous, de transmettre et de retrouver vos documents sur toujours cet espace Serfrance Connect. Deuxième support, le PC ou le mobile qui vous permettent de numériser et d'échanger avec ADO, toujours via ce compte Serfrance Connect. Et les plus curieux d'entre vous ont déjà pu utiliser une version qui a été optimisée, qui a été mise en ligne voici 48 heures environ. Autre élément, le collecteur de factures qui complète ce dispositif, qui centralise vos documents disponibles donc sur tous les espaces de vos fournisseurs, qui nous permet de les récupérer, avec votre accord bien sûr, pour alimenter de la même manière ce compte Serfrance Connect. Alors bien sûr, les envois papier demeurent possibles, et pour ceux d'entre vous qui préfèrent déposer leurs documents papier en agence,
un trieur classe ADO physique, hein, nous l'avons appelé classe ADO, ce trieur, qui vous attend dans vos agences et qui vous permettra de classer et de transmettre les pièces comptables facilement. Vos documents seront ensuite numérisés par un collaborateur de l'entreprise qui se verra confier cette tâche, ainsi que d'autres tâches, au sein de chacune de vos agences. Et si vous le souhaitez, bien sûr, après cette numérisation, vous pourrez avoir accès à ces documents via le classe ADO numérique et au collecteur de factures grâce à un pack qui est mis à votre disposition qui s'appelle le pack Consult. Vous voyez bien à cet effet que quel que soit le flux, qu'il soit numérique ou papier, in fine, on transforme tout ça en numérique pour vous le restituer et pour traiter les informations de manière efficace. Je vais revenir maintenant sur un autre point. Vous avez vu que nous vous avons adressé un questionnaire de satisfaction client au cours du mois d'avril, puisqu'il nous paraît absolument fondamental de nous assurer que les évolutions que nous mettons en œuvre sont bel et bien comprises et répondent à vos besoins. Et donc j'en profite ici pour remercier les adhérents nombreux qui ont consacré du temps pour répondre à ce questionnaire et qui va nous permettre de progresser et d'avancer. Comme vous l'avez vu, dans ce questionnaire, un certain nombre de questions portaient sur les délais de production, qui sont un élément évidemment clé. Le contexte sanitaire, nous l'avons évoqué précédemment, combiné au changement de chaîne comptable, a bien sûr pesé lourdement sur ces délais. Et nous sommes en train de revenir actuellement à une situation normale. Afin d'améliorer ces délais de production toujours et de nous adapter à vos attentes, nous avons mis en place de nouveaux outils de reporting qui nous permettent de suivre l'activité. Ça a été un des enseignements aussi de la crise sanitaire, avec de nombreux tableaux de bord en interne que nous avons mis en place, destinés à mesurer les factures en temps réel ou quasi réel, les factures saisies, les clôtures, les déclarations de TVA, et ce qui nous permet d'avoir une vision prospective des dates de clôture et donc de piloter et de planifier plus finement cette activité et les priorités de nos collaborateurs semaine par semaine. À ce jour, donc, comme je le disais, la tendance globale est bonne et nos délais sont en nette voie d'amélioration. Les principales agences seront au rendez-vous des dates de clôture, même si la situation peut encore être contrastée, puisque certains collaborateurs dans certaines agences éprouvent encore des difficultés, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard, dans l'acquisition de notre nouveau logiciel, et nous mettons tout en œuvre pour les former et les accompagner. Mais globalement, retenons que la tendance est bonne. La souplesse ensuite, nous travaillons bien sûr aussi pour apporter plus de souplesse dans notre organisation et notamment les appuis et les interactions entre agences qui sont évidemment facilitées par le numérique, qui sont presque conditionnés par le numérique si on veut que cela soit efficace. Donc cela se met progressivement en place aussi. Et prochainement, nous allons déployer un outil qui permettra, grâce à un certain niveau d'intelligence artificielle, de reconnaître automatiquement toutes ces factures dont nous avons parlé, qui nous parviennent suivant différents flux, de reconnaître automatiquement ces factures et de les enregistrer, toujours dans un souci d'efficacité. Donc vous l'avez compris, tout cela combiné doit nous permettre d'améliorer encore nos délais de production et d'imaginer et de construire de nouvelles prestations avec la mise en place, par exemple, de points réguliers sur vos chiffres pour un meilleur pilotage de votre activité. Pour en revenir quelques instants à l'enquête de satisfaction, nous avons voulu en profiter pour mieux connaître vos attentes en termes d'accompagnement, afin d'intégrer ces évolutions technologiques pour fluidifier nos échanges comptables, nos échanges en matière de conseil, de paye, et sans perdre de vue, et c'est fondamental, la proximité entre nos équipes et vous. Plus largement, les intégrer dans votre entreprise au quotidien et vous aider à en faire un moyen de piloter encore mieux votre activité en travaillant, encore une fois, sur le délai de production de vos comptes, voire de fréquences, par exemple si vous avez besoin de situations intermédiaires.
Intégrer également les évolutions sociétales, et c'est important, qui nous imposent de nouvelles pratiques en matière de préservation de l'environnement, réduction de l'empreinte carbone, des déchets, une sensibilisation d'ordre général en matière d'engagement local et en matière éthique. Encore une fois, je pense qu'il est important de ne pas voir tout cela comme une contrainte, mais comme une opportunité. De toute façon, tout cela s'impose à nous. Et nous devons mettre vos activités en résonance par rapport aux attentes actuelles et créer de la valeur, ainsi que relancer l'activité économique qui a été sérieusement mise à mal ces derniers mois. Côté agriculture, les solutions pour répondre à ces attentes peuvent être diverses et dépendent de vos choix ou de vos pratiques culturelles. On parle de circuits courts, de bio, d'agriculture de conservation, de méthanisation ou de photovoltaïque, pour citer quelques exemples importants. Notons sur ce point que nous proposons d'ores et déjà, ça fait partie des évolutions, un nouvel accompagnement en la matière, et nous avons été récemment agréés par l'ADEME pour réaliser des diagnostics carbone. Et donc c'est une nouvelle prestation qui est réalisée par vos conseillers économiques, qui comprend une phase de diagnostic et la mise en place d'une stratégie carbone détaillée. Et pour les exploitants qui feront certifier leur quantité stockée, ça leur permettra de bénéficier de crédits carbone qui compléteront le revenu de l'exploitation, en plus bien sûr que la réduction des émissions carbone et d'une meilleure valorisation des productions, et donc d'une baisse des charges. Cette question des enjeux environnementaux et sociétaux se pose également, bien sûr, pour les BIC et les BNC, avec des cahiers des charges qui s'imposent de plus en plus et qui imposent de plus en plus de nouveaux engagements de la part des entreprises. Et ces jeunes générations, évidemment, qui ont de plus en plus d'attentes par rapport à ça et par rapport à leurs futurs employeurs, et qui en font souvent d'ailleurs de ces critères un critère de choix de l'entreprise dans laquelle ils voudront travailler demain. Toutes ces évolutions nous amènent bien sûr à repenser différemment votre activité. Nous souhaitons que les compétences de l'ensemble de nos collaborateurs soient mises au service, à votre service, au plan économique, fiscal et juridique, et puissent alimenter vos réflexions et vous aider à concrétiser ces transitions nécessaires et porteuses d'un nouveau souffle économique. Bien entendu, au-delà de ces domaines d'intervention historiques de notre entreprise, nous devons savoir aussi élargir notre offre pour mieux vous accompagner. Nous sommes ainsi en réflexion sur une nouvelle offre de service qui devra prochainement intégrer ces différents éléments. Ce travail qui commence est bien entendu mené conjointement avec votre conseil d'administration qui travaillera activement avec l'équipe de direction sur ces sujets. Toujours dans le souci de construire une entreprise encore plus orientée client, tout en intégrant les solutions technologiques, les meilleures, à chaque fois, nous vous solliciterons et renouvellerons régulièrement ces enquêtes de satisfaction client sous différentes formes, intégrant aussi les nouvelles technologies pour continuer à progresser ensemble et à mesurer en permanence votre niveau de satisfaction que nous voulons faire progresser. En résumé, vous l'aurez compris, notre devise pourrait se résumer de la manière suivante. Accompagner le chef d'entreprise dans son quotidien de manière proactive pour l'aider à prendre des décisions éclairées dans le pilotage de son activité. Voilà ce qui est notre souhait. Pour cela, j'ai envie de vous citer une citation de Philippe Araou, ancien président assez emblématique de l'ordre des experts comptables, qui, en matière d'évolution des métiers, de nos métiers, résumait assez bien la situation dès 2016. Et il disait, et je le cite, « Fournir de nouvelles prestations pour un expert comptable revient à concevoir une offre d'un nouveau type. Cela ne se fera pas sans adaptation. La plupart des collaborateurs sont d'excellents techniciens en comptabilité et en fiscalité. Nous les avons voulus ainsi et même formés pour accomplir des tâches techniques. La maîtrise de la technique est source de confort et il ne faut pas leur en vouloir. À nous de les entraîner pour leur faire comprendre, élargir leur rôle et donner du sens à leurs travaux au-delà des états comptables, sans pour autant faire d'eux des consultants. »
Je crois qu'on peut largement méditer cette citation et qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Et pour ma part, j'ajouterais que nous devons aussi avoir conscience que cette transformation numérique que nous vivons actuellement, que nous pilotons actuellement, est aussi principalement humaine avant d'être technologique. La technologie, c'est pas quelque chose de fondamentalement difficile. Ayons en tête, par contre, que ces deux évolutions ont des temporalités très différentes. Les évolutions humaines sont par essence plus compliquées, plus difficiles à cerner, et relèvent souvent de l'émotion et de l'affectif, et pas de la technologie pure. Ce serait trop facile. C'est cette culture que nous devons faire évoluer ensemble, entreprises, clients, collaborateurs, car nous sommes tous concernés et devons être unis pour intégrer ensemble ces évolutions. Et nous devons donc concevoir une culture organisationnelle et une évolution des mentalités, tout en délivrant une proposition de valeur stratégique pour nos clients. Cette proposition de valeur ne devra pas être focalisée uniquement sur la technologie. Je crois que vous l'avez bien compris au travers de ces quelques propos. Elle doit bien entendu intégrer la proximité à laquelle nous demeurons plus que jamais attachés. Et c'est précisément cette recherche de satisfaction et de proximité sur lesquelles Fabrice reviendra parmi d'autres sujets. Voilà, merci Jean-René. Donc pour cette présentation et le travail accompli tout au long de cette année 2020 dans des conditions, comme tu l'as rappelé, qui n'étaient pas évidentes. Je veux remercier aussi ici l'ensemble du personnel pour son implication et son professionnalisme dans des conditions aussi difficiles. Donc, vous pouvez continuer bien sûr à voter sur les résolutions hein, tout en nous écoutant. J'espère que tout se passe bien de votre côté chez vous. Je vais pour ma part, passer à la lecture de mon rapport moral et d'orientation. Voilà, mademoiselle, monsieur, chers adhérents. Donc voilà, donc 8 mois que je préside Serre France ADO, succédant ainsi à Louis Chrétien, dont je veux saluer ici l'engagement pour notre association. Alors, nous aurons l'occasion de le remercier plus chaleureusement lorsque la situation sanitaire sera améliorée. Mais pour le moment, donc Louis n'est pas à la retraite, hein, ADO, car toujours présent au sein du conseil d'administration. Alors, comme je vous le disais en introduction, cette rencontre aujourd'hui en visio est certes pratique, utile, statutaire, mais quand même frustrante pour une première en tant que président. Mais si cela doit être le prix à payer pour que dans quelques mois la situation puisse se normaliser, alors faisons avec et espérons pouvoir prochainement retrouver la vie d'avant. Nous nous y préparons ici à ADO en envisageant dès cet automne, si nous le pouvons bien sûr, une conférence un peu plus inspirante avec un intervenant capable de nourrir et d'enrichir nos réflexions et pouvoir en discuter bien sûr autour du verre de l'amitié. Alors, frustration, je vous disais, car en prenant cette fonction de président en septembre dernier, j'avais à cœur de vous rencontrer, les adhérents dans toute leur diversité de métiers, de profils et de secteurs géographiques. Alors, les conditions que l'on connaît et qui sont en place depuis le début de mon mandat compliquent évidemment les choses. Mais je peux quand même vous certifier que ces rencontres manquent au conseil d'administration. Aussi, avec Jean-René et l'ensemble des administrateurs, nous prévoyons d'organiser des réunions sur le terrain à partir de cet automne. Alors, il ne s'agira pas des réunions d'information habituelles, comme nous avons pu le faire sur la transmission, ou la loi de finances, ou encore du Conseil économique. Ces réunions-là seront relancées prochainement également. Non, ce que nous souhaitons, c'est organiser des réunions locales qui mêlent adhérents, administrateurs et collaborateurs de l'entreprise. Elles nous permettront d'échanger sur les différentes évolutions qui nous touchent tous, que ce soit la transition numérique qu'ADO mène pour ses adhérents, pour vous, ou bien les nouvelles attentes sociétales, vos besoins en conseil plus techniques, en nouveaux outils de gestion. Bref, sur tout ce qui vous concerne directement et sur quoi ADO peut vous apporter un meilleur service. Alors, ceux qui le souhaitent pourront ensuite participer à des groupes ad hoc complémentaires
pour approfondir un sujet qui les intéresse plus particulièrement. Donc, ces laboratoires d'idées auxquels je crois sincèrement permettront de réinjecter du lien et de la proximité entre les adhérents, le conseil d'administration et ADO. Voilà sur ce premier point de communication. Mais avant cela, il faudra sortir de cette crise sanitaire qui, je le crains et beaucoup partagent cet avis, pourrait laisser place à une crise économique. À travers le rapport financier qu'Olivier nous a présenté, nous pouvons mesurer combien les effets du confinement peuvent impacter les comptes d'une entreprise. Et dans ce contexte, il est difficile pour certains de nos adhérents de se projeter, tant la crise a bouleversé beaucoup de secteurs d'activité. Certains, comme les restaurateurs, les professionnels de l'événementiel et ceux qui dépendent de ces secteurs, mettront du temps à se relever. Et l'été, voire le début de l'automne, seront des mois primordiaux, car les conditions du retour de la clientèle conditionneront leur survie. Je veux insister sur le fait que l'accompagnement des secteurs touchés par les restrictions Covid, accompagnement de l'État, des collectivités locales, fut remarquable et a permis d'éviter le pire. Cependant, cet accompagnement ne doit pas s'arrêter brutalement, mais s'adapter à une reprise qui se fera différemment suivant les secteurs d'activité. Les pouvoirs publics, à travers le ministre de l'Économie, semblent avoir compris cette nécessaire adaptation. Je tiens à apporter ici tout mon soutien aux professionnels concernés. Alors, nous l'avons vu dans la rétrospective 2020, les équipes comptables, conseils et paye d'ADO ont été un précieux appui dans les démarches administratives à mettre en place pour faire face à cette crise. Alors, je pense à la demande d'activité partielle, mise en place de PGE, et parfois même apporter un soutien moral aux chefs d'entreprise, par moments plus difficiles que d'autres. Ces équipes restent mobilisées encore aujourd'hui, et je les en remercie. Jean-René l'a évoqué tout à l'heure, les adhérents qui ont pris le temps de participer à notre enquête de satisfaction nous apportent à travers leurs réponses des éléments importants sur leurs attentes. Durant cet hiver, le conseil d'administration, la direction et les responsables conseil ont mené des réflexions sur le conseil aux adhérents. L'analyse prochaine des résultats de l'enquête doit nous permettre d'alimenter ces réflexions et de peaufiner des plans d'action pour les années à venir. Pour ceux qui, comme moi, ont assisté à la naissance d'ADO en 2006, avec la fusion des entités de Meurthe-et-Moselle et de Meuse, c'est un peu un retour aux sources. Contrairement à beaucoup de nos confrères libéraux, nous avons toujours perçu la comptabilité comme étant au service du conseil. Pour le dire autrement, le conseil étant la raison d'être de la comptabilité. Aujourd'hui, 15 ans après la fusion, il faut reconnaître le travail qui a été effectué, mais le constat est que nous pouvons aller bien plus loin dans la démarche de conseil. Notre force d'analyse et d'interprétation des chiffres est indéniable. Ce savoir-faire que les adhérents que vous reconnaissez et connaissent et reconnaissent pourrait être encore bien plus développé, surtout avec les outils numériques que nous sommes en train de mettre en place. Toutes ces transitions, le plan de relance économique porté par l'État a été conçu pour les faciliter. De même, la nouvelle PAC, sur laquelle je reviendrai, nous oriente également vers ces attentes sociétales. À mon sens, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre ces évolutions, mais plutôt de mesurer quels en seraient les débouchés pour nos entreprises. Une meilleure valorisation des productions ou prestations, un développement de nouvelles clientèles, de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés via la vente à distance. Tous ces questionnements nécessitent des chiffres, des prévisionnels détaillés, des conseils avisés. C'est là qu'ADO souhaite se positionner pour accompagner la transition de nos adhérents en alliant performance économique, écologique et sociétale. Alors, comme je le disais, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse purement agricole, la nouvelle PAC nous oriente également vers ces attentes sociétales. Mais nous savons tous quand même que les productions de la ferme meurthe-et-mosellane et meusienne ne s'écoulent pas uniquement sur des marchés locaux.
la confrontation avec le marché mondial restera une réalité, avec les difficultés pédoclimatiques que nous connaissons dans des zones intermédiaires comme les nôtres. Même si les prix des matières premières est bien orienté actuellement, l'expérience des 10 dernières années montre que cela ne dure pas et qu'une chute brutale et durable des cours peut vite remettre en cause l'équilibre financier de nos exploitations. Alors, le ministre de l'Agriculture, dans son dossier de présentation du 21 mai, promet des mesures pour les zones intermédiaires, mais d'autres points importants de ce PSN, plan stratégique national, je le rappelle, restent encore en suspens et peuvent impacter la ferme ADO. Par exemple, le détail sur la future aide à l'UGB, par exemple. La résilience des exploitations est fragile et ne supporterait pas des mesures inappropriées. ADO se doit aussi d'accompagner ses adhérents dans des stratégies de sécurisation de revenus et d'évolution des systèmes d'exploitation. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que de nouvelles prestations ont vu le jour. Je pense au diagnostic carbone présenté par Jean-René tout à l'heure. D'autres seront lancées prochainement, toujours dans cette optique de combiner économie et écologie. Certaines seront plus spécifiques aux agriculteurs, d'autres, comme la mise en place d'une stratégie de réduction des déchets, d'une certification de qualité ou encore d'une démarche d'insertion professionnelle, pourront concerner tous les adhérents, quelle que soit leur activité. Alors, un autre chantier qui nous concerne tous, vous le savez, c'est bien celui du numérique. Jean-René vous a présenté tout à l'heure quelques nouveautés proposées pour faciliter cette transition au niveau d'ADO. Le guide conducteur a toujours été d'accompagner chacun de nos adhérents, qu'ils soient adeptes ou non de l'informatique. Depuis quelques mois, donc, quelques-uns d'entre vous avaient fait part de vos craintes sur la perte de proximité de nos équipes sur le terrain. Certains changements, comme l'arrêt de la saisie chez les adhérents, ont pu perturber. Il n'est jamais simple de faire évoluer les habitudes. Pour autant, je peux vous affirmer que la proximité client reste et restera toujours notre fil conducteur. Il n'est pas question de mettre un terme au déplacement des comptables chez nos adhérents, ni d'imposer la visio et les mails comme seul moyen d'échange avec nos équipes. Mais, comme toutes les entreprises aujourd'hui, Serfrance ADO doit intégrer le numérique dans ses pratiques. C'est un incontournable si l'entreprise veut perdurer demain. Dans un contexte où la réglementation et les évolutions technologiques nous imposent à tous de faire évoluer nos pratiques, qui peut dire comment sera réalisée une comptabilité demain? Alors, ADO a fait le choix de faire de cette transition une opportunité pour revoir son organisation et surtout apporter de nouveaux services aux adhérents. La numérisation des pièces comptables va permettre plus de réactivité avec, pour les adhérents, un suivi plus fin de notre activité. Cela pourra passer par des tableaux de bord plus poussés, par un suivi mensuel ou trimestriel d'indicateurs comme le chiffre d'affaires, la marge point par point de vente ou de production, le suivi des créances et des dettes. D'autres fonctionnalités sont également à l'étude, comme le coffre-fort numérique à valeur probante, qui vous permettra demain de ne plus avoir à conserver des documents originaux en version papier. Nous réfléchissons également à une plateforme sécurisée pour régler vos factures ADO en ligne. Et bien sûr, à vous accompagner dans la mise en place de la future facture électronique vers laquelle nous nous dirigeons tous d'ici 2023. Alors, nous le savons bien, je le sais bien, ces changements peuvent générer des inquiétudes sur le terrain. C'est pourquoi je vous invite vraiment à prendre part aux réunions que nous organiserons dès cet automne dans nos agences. Comme évoqué au début de mon intervention, nous comptons sur votre présence pour enrichir nos réflexions et retrouver la proximité terrain dont le contexte sanitaire nous prive. Alors, tous ces défis, ces transformations, ces changements, notamment numériques, doivent être relevés collectivement. Et en tant que président, je tiens à vous affirmer quand même que j'ai confiance. Confiance en la capacité des hommes et des femmes salariés d'ADO à s'adapter pour réussir ces transformations. Confiance au directeur et en son équipe pour impulser et accompagner ces évolutions de métier. Je veux tous les remercier pour leurs efforts.
J'ai confiance également en vous, adhérentes, adhérents d'ADO, pour comprendre, accepter ces évolutions et venir partager vos attentes dans un dialogue constructif. Vous pouvez compter sur la détermination du conseil d'administration à adapter notre association au monde de demain sans renier nos fondamentaux associatifs, mais sans oublier non plus les impératifs de rentabilité d'une entreprise confrontée à un marché. Je terminerai ce rapport moral en citant Churchill, excusez-moi du peu, mais c'est comme ça. Cette citation lui est imputée. Il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge. Vous avez compris que nous sommes tous mobilisés à ADO pour éviter l'asphyxie et avancer ensemble vers l'avenir. Merci de votre attention, merci de votre confiance. Donc, voilà pour ce rapport moral et d'orientation. Voilà, donc, avez-vous des questions ou des remarques? Vous pouvez lever la main dans Teams pour prendre la parole. Nous ouvrirons votre micro. Excusez-moi, j'aurais une question. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, bonjour, Edith Laurent, entreprise Laurent Daniel. Nous sommes une entreprise du bâtiment. Vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic carbone et vous l'avez appliqué au seul secteur de l'agriculture. Est-ce qu'il sera élargi aux autres secteurs d'activité? Oui, bien sûr, nous avons cité cet exemple de l'agriculture pour nos réflexions carbone, mais je crois que d'une manière générale, je crois que c'est un enjeu sociétal fondamental qui ne s'applique évidemment pas qu'à l'agriculture. Donc la réponse est oui, bien sûr, nous aurons une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus générale sur ces sujets et nous accompagnerons nos adhérents dans tous les secteurs, parce que je ne pense pas qu'il y ait un secteur qui échappe à cette tendance et à cette obligation. Vous pouvez en parler un peu plus, enfin expliquer quelle va être la démarche, comment ça va se passer, quelle échéance, le calendrier que vous vous êtes fixé, quoi. Alors, on n'a pas encore de calendrier pour le sujet, parce qu'y compris pour la partie agricole, nous ouvrons ce sujet aujourd'hui. Maintenant, il est clair que, par exemple, en ce moment, on parle de bilan carbone. Hein, on s'appuie sur une démarche avec l'ADEME sur la partie agricole. Ces démarches de bilan carbone ont vocation à être généralisées sur l'ensemble de nos clients qui en éprouveront le besoin et la demande. Et je pense que ça peut être une bonne clé d'entrée et une bonne introduction qui permet bien souvent d'ailleurs d'allier l'environnemental et l'économique, parce que généralement quand on réduit ses émissions carbone, on réduit également ses consommables et on améliore son compte de résultat. Donc c'est pas du tout des choses qu'il faut opposer, mais c'est des choses qui vont souvent, et j'en parle aussi d'expérience, qui vont aussi souvent très bien ensemble. Alors, pardonnez-moi si ma réponse est peut-être un peu générale à ce stade, mais bon, voilà nos orientations et voilà les sujets que nous souhaitons ouvrir. De même que, par exemple, au sein de l'entreprise, alors peut-être que ça ne concerne pas nos adhérents, mais je crois qu'il faut aussi être en résonance au sein de l'entreprise avec ce que nous voulons faire et ce que nous voulons impulser. Nous sommes en train de démarrer une démarche de RSE, et c'est aussi sans doute des choses sur lesquelles on pourra, ayant acquis cette expérience au sein de l'entreprise, en faire bénéficier aussi nos adhérents. Donc ça, c'est sans doute une prestation conseil qu'on pourrait imaginer dans les mois et années à venir. Merci Jean-René. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Vincent Merlin, exploitant au GEC du Merle-Chanteur à Forcelles-Saint-Gorgon. Donc j'ai bien entendu tout votre exposé là sur les mesures qui étaient prises pour faire en sorte que le délai de remise des bilans s'améliore nous concernant.
Dans mon cas, je clôture au 31 mars et j'ai eu mon bilan qui m'a été remis 7 à 8 mois après la date de clôture. Dans la foulée, on a fait l'Assemblée générale et là, il y a eu quelques questions soulevées de la part des associés de la ferme par rapport à des mesures qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'améliorer un petit peu notre bilan. Et la personne qui animait l'Assemblée générale nous a dit qu'en fait, il y avait des mesures qui existaient, mais on avait un délai de 6 mois après la clôture du bilan pour pouvoir les mettre en place. Donc ma question est comment est-ce que vous expliquez que ADO se permette de rendre un bilan 6 mois après la date de clôture, sachant qu'il y a des mesures qui sont d'office, en fait, qui sont fermées à l'adhérent parce que la date de clôture est trop tard? Alors, je vais répondre là aussi, je crois. Hein. Par rapport aux dates de clôture, déjà, donc effectivement, malheureusement, alors après, le malheur des autres ne fait pas notre bonheur, mais je ne pense pas que ADO ait été le seul cabinet de France, ou d'ailleurs, qui ait été concerné par les perturbations sanitaires que nous avons tous vécues. Comme je l'ai dit, cette partie-là, c'est juste pour rappeler le contexte. ADO ne se permet pas, je réponds à votre question quand même, monsieur Merlin, ADO ne se permet pas de clôturer dans des délais aussi tardifs. Par contre, ADO a été soumis, comme vous, comme nous tous, à cette crise sanitaire. Et il faut que vous compreniez bien que tous nos collaborateurs sont restés sur le pont, mais quand vous devez, pendant 2 mois pleins, mettre, sans que cela ait pu être anticipé, parce que qui avait anticipé cette pandémie, mettre vos collaborateurs en 100% télétravail, alors que l'organisation n'est pas prête, alors que les flux ne sont pas intégralement numériques, alors que vous êtes obligé de faire circuler des papiers un peu dans tous les sens, vous comprenez bien que dans ce cas-là, quand ça se conjugue, malheureusement, et c'est cette malchance que nous avons eue, ça s'est parfaitement, malheureusement, conjugué avec le moment où nos collaborateurs migraient sur un nouvel outil informatique. Donc comprenez bien, vous migrez sur un nouvel outil informatique et vous êtes obligé d'écarter tout le monde et vous coupez toutes les lignes. Oui, ça a largement perturbé la situation et je sais que, par exemple, quand nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'administration fiscale, puisqu'évidemment c'est des sujets dont on a discuté avec eux, je peux vous dire que bon nombre de cabinets qui n'étaient pas soumis comme nous à un changement de chaîne comptable, ça c'était notre choix, me direz-vous, ont eu aussi de gros retards. Bon. Maintenant, ce qui compte, c'est, une fois qu'on a expliqué ça, ce qui compte, c'est l'avenir. Donc, bien évidemment, on est en train d'y remédier. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nos principales agences aujourd'hui sont et seront au rendez-vous des dates de clôture. Maintenant, on a aussi conscience qu'on ne peut pas se satisfaire de respecter un délai légal et qu'il faut aussi être capable demain aux adhérents, alors peut-être plus dans le secteur des BIC, BNC, aux adhérents qui le souhaitent, d'avoir des clôtures à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois et pas seulement à 6 mois. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, dans le cas que vous évoquez par rapport à des mesures, alors je ne sais pas quelles sont ces mesures, et on ne va pas non plus traiter là un cas particulier, mais par rapport à ces mesures dont vous auriez été exclus parce que le délai a été trop long, pour les raisons que je viens d'évoquer, je vous invite à prendre contact. Mais je crois que vous êtes rattaché à l'agence de l'Axou, si je ne dis pas de bêtises. Je vois Catherine Nier, notre directrice de secteur, qui est en ligne. Catherine va faire le nécessaire pour prendre contact avec vous, ou qu'un de nos conseillers prenne contact avec vous pour regarder sur le sujet ce qui peut être fait d'une manière ou d'une autre pour que vous ne soyez pas pénalisés. Donc soyez rassurés, on va traiter la situation, même si c'est quelque part un cas de force majeure dont nous avons été victimes, mais évidemment, nous assumerons ces conséquences vis-à-vis de vous. Oui, merci. Alors, juste quand même pour rajouter quelques éléments à ça, j'ai bien entendu votre réponse. Le contexte sanitaire, je comprends qu'il a été défavorable pour tous. Néanmoins, j'ai quand même des exemples de fermes qui ont clôturé au mois de septembre, qui ont eu leur bilan en même temps que nous. Donc là, ça me perturbe un petit peu. Et puis également, donc au moment de l'Assemblée générale,
suite à la discussion qu'on a eue avec notre conseiller, il nous a proposé de mettre en place un nouveau service pour justement éviter en fait de ne faire que constater le bilan et ne pas pouvoir mettre en place de nouvelles mesures. Service que nous avons décidé de mettre en place. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai et je n'ai pas de nouvelles, alors que nous avons sollicité notre conseiller, je n'ai pas de nouvelles par rapport à ce nouveau service. Donc j'entends bien tout ce que vous me dites. Madame Lié, je l'ai déjà eu au téléphone il y a 1 an de cela par rapport à ces soucis-là. Je ne voudrais pas que ce soit tous les ans la même chose et je ne veux pas être le seul à porter, apporter les soucis qui pèsent sur ADO, quoi. Voilà. J'aimerais que les choses soient faites. Alors, vous n'êtes pas malheureusement le seul. Donc, bon, soyez rassurés, parce que je disais tout à l'heure que nos principales agences seraient au rendez-vous des dates de clôture. L'Axou, puisque je crois que vous êtes client à l'Axou, sera dans les délais. Je pense que Catherine peut le confirmer. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi mis en place des indicateurs, des outils de pilotage pour faire en sorte justement de bien piloter les dates de clôture aussi en fonction des enjeux que vous évoquez et d'essayer aussi de les prioriser en fonction des attentes des clients. Donc soyez rassurés, les délais légaux seront respectés pour les clôtures 2020 à l'Axou. Maintenant, nous avons conscience que respecter un délai légal, ce n'est pas suffisant. Et donc, nous sommes en train de travailler, comme je disais, grâce à tous ces outils numériques et grâce aussi aux organisations. Changer un outil numérique, c'est quelquefois facile. Après, il faut aussi accompagner les collaborateurs. C'est ce que j'évoquais à la fin de mon introduction. L'humain est quelquefois un peu plus compliqué à faire évoluer qu'un simple logiciel et qu'une simple organisation informatique. Donc, on travaille là-dessus pour être capable de faire mieux, bien sûr, que les dates légales de clôture que vous visez aujourd'hui et vous accompagner comme il se doit. Donc, croyez-moi, et on va vous le démontrer. 2020, enfin les clôtures 2020 seront l'année d'un retour à la normale et les enjeux ensuite seront évidemment d'améliorer les délais et bien évidemment de développer le conseil qui va derrière, parce qu'une comptabilité, c'est pas une fin en soi, c'est juste un outil nécessaire et pas suffisant pour bien piloter une entreprise. Merci. Je vous en prie. Je rappelle quand même, donc on a voulu quand même faire des rapports d'activité, un rapport moral assez prospectif. Et bien sûr, le préalable à tout ça, c'est quand même effectivement rattraper les retards. Si je veux revenir au rapport financier, c'est de rééquilibrer les comptes de notre association. Mais on ne peut pas se contenter de cela. Il nous faut être prospectif et imaginer le monde de demain, puisque ça va très vite. La facture électronique arrive en 2023 et on est un peu sur une année 2020 où on a tout cumulé, Jean-René le disait, je ne vais pas le rappeler, mais enfin bon, c'est quand même une réalité. On aurait pu changer la chaîne comptable avant, on aurait dû même, mais bon, les faits sont que tout est arrivé en même temps sur 2020. C'est de la faute à personne, on va dire, quelque part, mais le préalable de tout ça, de tout ce qu'on a pu évoquer lors de nos rapports, sur tout ce qu'on a projeté, c'est quand même un retour à la normale dans les dates de clôture et un retour de la normale aussi au niveau de l'équilibre des comptes. Voilà, et n'hésitez pas, pour les adhérents, à solliciter vos administrateurs sur le terrain pour faire remonter d'éventuelles insatisfactions. Ils sont là aussi pour ça, et aussi vos responsables d'agence et autres. D'autres questions? Plus de questions, ni de questions écrites? Si personne ne veut prendre la parole? Bien, donc je vais vous donner le résultat des votes. Question écrite, celle-ci. Ah. Alors, nous avons des questions, une question écrite, non, 2 questions écrites. Alors, concernant les applications informatiques, sont-elles les mêmes dans tous les CERF France au niveau national? Non,
Alors non, on retrouve quelques grandes tendances. Si on prend, alors je ne vais pas rentrer dans des détails techniques et citer de progiciels. Bon, déjà, première remarque, tout le monde et évidemment tous les Serre France, comme beaucoup d'entreprises, sont dans des solutions progicielles, hein, dans des solutions du marché, ce qui n'était pas le cas de notre ancienne solution qui s'appelait Winfleur. Au niveau comptable, on va trouver deux principales solutions, je ne vais pas les nommer, dont la nôtre, qui s'appelle Agiris, qui est sur 58 Serre France, on doit la retrouver dans 30 ou 35 Serre France, à mon avis. Et ensuite, voilà, il n'y a pas de choix imposé. Il y a par contre une offre de service qui, quels que soient les outils, doit être cohérente et homogène entre l'ensemble des Serre France. Et en ce qui concerne les outils informatiques nouveaux dont nous vous avons parlé, ce sont des choix qui ont été faits par ADO, qu'on peut retrouver dans certains autres Serre France. Je pense aujourd'hui que nous sommes parmi les plus avancés, ou nous allons être bientôt parmi les plus avancés par rapport à ces choix de nouvelles technologies. Alors, je vois une autre question. Les tarifs augmentent depuis des années, alors qu'avec l'informatique, cela devrait baisser. Pourquoi? Alors, sur les tarifs qui augmentent depuis des années, je pense que la personne qui pose cette question fait allusion aux augmentations indiciaires annuelles. Les augmentations indiciaires, c'est globalement tout simplement l'érosion monétaire. Cette année, je crois que nous avons augmenté nos tarifs de 1,5%. Si ma mémoire est bonne, je me tourne vers Jérôme, c'est ça, qui me confirme, 1,5%. Je connais des Serre France ou d'autres entreprises pas très lointaines dans le même secteur d'activité qui, dans ce contexte de crise sanitaire, ont augmenté leurs tarifs de 5%. Donc 1,5%, c'est quelque chose d'assez raisonnable. C'est l'érosion monétaire. Bon, ça, c'est une chose pour les augmentations indiciaires. Ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, notre offre de services va évoluer. Les prestations d'un cabinet comptable et les prestations d'accompagnement en matière de conseil, puisque c'est évidemment ça notre vocation. On a une chance, Fabrice l'a rappelé, c'est notre histoire aussi, le conseil. Donc, on sait très bien que l'avenir de nos entreprises, il est dans le conseil, parce que nos clients ont besoin de conseils. Donc l'enjeu, c'est d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, style saisie, par exemple, et de mettre toujours de l'humain, parce que Dieu merci, il n'y a que l'humain qui sait faire ça encore aujourd'hui, de mettre l'humain sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, forcément, ça induira des évolutions tarifaires à terme et une évolution de notre structure de coût et donc aussi de nos modes de facturation. Maintenant, comme tout le monde, quand on investit, voilà, ça coûte de l'argent. Donc, on investit aujourd'hui dans de nouvelles technologies qui permettront, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas encore, mais de faire évoluer évidemment nos offres. Nos offres, elles évolueront plutôt à horizon 1 an qu'à horizon 3 ans, et elles commenceront d'évoluer. Et évidemment, la structure tarifaire sera amenée à évoluer pour intégrer ces nouvelles conditions, parce qu'au-delà de la technologie, de toute façon, les clients que vous êtes accorderont de la valeur de plus en plus à du conseil et de moins en moins à des actes basiques tels que de la saisie. Donc vous-même, vous n'accepterez plus de payer de la saisie, par contre vous accepterez de payer du conseil, et c'est bien normal. Donc il faut que notre offre s'adapte à ça et que notre structure de coût s'adapte à ça. Bien. D'autres questions? Non. Ok. Donc, il m'appartient de vous donner le résultat des votes. Donc, approbation des comptes et du bilan 2020. Donc, la résolution est adoptée avec 100% des voix exprimées. Nomination du commissaire aux comptes. Donc, la résolution est adoptée avec 97% des voix exprimées pour et 3% se sont abstenus. Résolution numéro 3, pouvoir pour effectuer toute formalité. La résolution est adoptée avec 100% des voix. Donc voilà, je vous remercie pour vos votes.
Donc, s'il n'y a plus de remarques, je vous remercie maintenant pour votre présence. Il va être temps de conclure cette Assemblée générale. Avant de vous quitter, permettez-moi quand même, et je pense que Jean-René s'associera à moi pour remercier l'équipe technique et notamment Joël pour l'organisation de cette Assemblée générale, bien qu'en visio, ça demande quand même beaucoup de travail. On n'a pas eu de couac pendant l'Assemblée générale, donc tout le monde est content. Et je remercie Joël et toute votre équipe pour ce bon déroulement, cette bonne préparation d'AG. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon rapport moral, j'aurai plaisir à vous rencontrer dès cet automne. Et n'hésitez pas à venir dans nos agences pour échanger et partager vos remarques avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt.